Salut camarades. La dernière fois, les croisés, affamés et inférieurs en nombre, ont réussi par miracle à vaincre les troupes divisées de Kirbocha. C'en est fait de la résistance musulmane en Syrie, et les Francs sont enfin les maîtres incontestés d'Antioche. Mais ça aussi, ça pose problème. Et pas qu'un peu. Qui dirigera Antioche ? La question est si épineuse qu'elle les détournera de leur but sacré, Jérusalem, ce qui fait gronder les pèlerins, mais nous rappelle aussi leur primordiale importance. Réglons d'abord la question des derniers Turcs encore présents, ceux d'Ahmed ibn Merwan, qui ont vu les combats depuis la citadelle et qui, très logiquement, veulent se rendre. Tandis que les croisés sont sur le retour, victorieux, Ahmed envoie quelqu'un pour parler avec le dernier croisé resté, puisqu'il était malade, Raymond de Saint-Gilles. Celui-ci essaye évidemment de lui refiler son étendard, histoire qu'il le mette sur la citadelle, pour que lui la récupère et puisse couper l'herbe sous le pied de Bohémond, histoire de bien le faire chier. Sauf qu'Ahmed refuse. Pourquoi ? À votre avis, qui c'est qui a toujours un coup d'avance ? C'est Bohémond. Il s'est sans doute arrangé avec Ahmed avant, la citadelle contre la vie sauve, et possibilité pour les Turcs de rejoindre les croisés s'ils se convertissent. Bon, je rappelle quand même que 7 mois avant, les Turcs, ils les faisaient cuire à la broche, Bohémond. Donc pour dealer avec, faut quand même être confiant. Voilà. Alors, marché conclu. La ville est donc chrétienne, et a priori, il n'y a plus personne pour dire le contraire. Les Seldjoukides d'Anatolie, de Syrie et d'Irak, ils sont tous capoutes. Mais reste le problème de l'attribution de la ville. D'un côté, si on suit le serment prêté à Alexis Ier, il faut la lui remettre. Celle-ci, après tout, était encore byzantine 13 piges avant, donc ça va être compliqué de la lui mettre à l'envers au Basileus. D'autant plus que pour un chevalier, notamment du Nord, la parole donnée, ça rigole pas. Mais en même temps, Alexis les a plantés. Bon, ça, ils le savent pas encore officiellement, mais ils ont bien vu qu'ils ont pris et défendu la ville, tout seuls. Et son subordonné, Tatikios, qui devait les accompagner, etc., les a aussi plantés, même si Bohémond l'a un peu poussé. Du coup, ça ne penche pas en leur faveur. Et de l'autre côté, on a Bohémond, justement. Il leur a permis de rentrer dans la ville, en échange de quoi ils avaient promis de la lui laisser. Et c'est en grande partie grâce à lui qu'ils ont réussi à poutrer Dukak, Ridwan et Kirbocha. Et c'est aussi à lui que la citadelle s'est rendue, donc c'est compliqué de lui dire non. Pourtant, si certains sont prêts à la lui laisser, Raymond de Saint-Gilles, lui, il est catégorique. Il faut remettre la ville à Alexis, comme le veut le serment. Que ce gros faillot hypocrite est le seul à ne pas avoir prêté. Mais bon, au-delà de sa jalousie personnelle, il pense que c'est pas bien malin de se mettre à dos le seul renfort chrétien valable du coin, les Byzantins, ceux qui se défendent quand même. Donc les chefs sont bien emmerdés. Alexis, Bohémond... Dans tous les cas, il faut bien récupérer avant de repartir vers Jérusalem. Donc on se dit qu'on va se donner jusqu'à début novembre, ce qui laisse le temps de se reposer, de gamberger et de voir si Alexis rapplique. Ils vont même lui préparer un petit message qu'ils remettent à Hugues de Vermandois et d'autres qui veulent rentrer au bercail parce qu'ils estiment que c'est bon, là on n'a plus besoin d'eux, c'est bientôt fini, ils peuvent rentrer chez eux quoi. Je suis prêt à retourner chez nous. Du coup, certains profitent de ces petites vacances improvisées pour visiter le coin et se constituer leur propre petit fief en Syrie, instituant notamment les premiers évêchés latins d'Orient, comme Raymond à Al-Bara. Le seul qui évidemment s'éparpille pas, c'est Bohémond. S'il a été décidé conjointement avec les autres chefs de diriger tous ensemble la citadelle, il a eu vite fait de les foutre à la porte et d'occuper les principales tours de la muraille tout seul. Mais Raymond lui tient bien tête, même s'il est malade, parce qu'il occupe encore le pont fortifié et le palais d'Ariciane. Mais ça n'arrête pas Bohémond, Bohémond il fait venir les Génois de Saint-Siméon et leur offre des concessions marchandes, faisant d'eux de nouveaux soutiens, même s'il demande à ne pas être mêlé au conflit. Il cherche même à étendre son emprise sur la Cilicie, histoire d'en faire la vassale d'Antioche, tandis que Raymond, lui, récupère d'autres fiefs. Cette course à la conquête risque de grave s'envenimer, d'autant plus que c'est à ce moment-là que survient le pire de ce qui pouvait arriver. Une épidémie frappe Antioche et emporte le grand Adhémar de Monteil. On n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, comme les chroniqueurs d'ailleurs, mais aucun n'a eu un rôle aussi primordial que lui. En un sens, c'était le véritable chef de la croisade. Et pas que parce qu'il était le légat du pape, pas non plus parce qu'il était adoré de la troupe, ou qu'il s'occupait bien des pauvres, des pèlerins, des malades, etc. Ni parce qu'il était bon guerrier et bon stratège, mais plutôt, pour commencer, parce qu'il travaillait comme le voulait son maître Urbain II, à la bonne entente entre les chrétiens latins et les chrétiens d'Orient.
On l'a vu par exemple se rapprocher des différentes églises de Syrie, d'Arménie, de Chypre, etc. On l'a vu remettre sur son siège le patriarche orthodoxe d'Antioche, et c'était le seul à savoir tenir en bride l'intolérance raciale et religieuse des croisés. Une politique intelligente en somme, qui leur avait permis d'avancer, si ce n'est simplement de survivre, ce qui est quand même un bon début. Mais surtout, c'était le seul unanimement écouté par les chefs, qui savaient calmer les tensions entre eux et maintenir le cap. Sans lui, mais la situation va s'enliser, ils vont se foutre sur la gueule à la moindre réunion stratégique. Ce qui est un chouïa ridicule, soit dit en passant. Alors c'est ça la stratégie moderne? Réunir 5 trous de balles en cercle et se balancer des fions? Et ça ne part pas forcément de là où on l'attend. C'est Pierre Barthélemy, le bouseux provençal qui a des alus, qui ouvre le bal. Pour se venger d'Adhémar qui doutait de ses visions, il prétend en avoir eu une dernière, où le légat, puni pour son incrédulité, se retrouve à faire un petit tour en enfer. Sa vision dit aussi qu'il faut remettre Antioche à un homme se montrant droit, qui serait approuvé par un patriarche latin qu'on doit aussi choisir. En fait, sa vision reflète ce que pensent beaucoup de Provençaux et aussi de pèlerins en général à ce moment-là. Laissons Antioche à Bohémond, choisissons un vrai patriarche, pas comme celui des Grecs, et taillons-nous direction Jérusalem, bordel! C'est le but initial! Mais évidemment tout ça, ça ne plaît pas à Raymond. Déjà parce que ça jette un froid. Adhémar était apprécié de tous, alors qu'un pécore provençal vienne baver qu'il a fait un tour en enfer simplement parce qu'il a eu des doutes sur la sainteté du bout de ferraille trouvé par ledit pécore, bah pour beaucoup, ça veut dire que le pécore c'est un charlatan et son bout de ferraille c'est une arnaque. Or Raymond n'a que 2 arguments capables de le faire chef. Son pote Adhémar qui peut plus grand chose pour lui à l'heure actuelle, et sa sainte lance à qui certains attribuent la victoire contre Kilbocha plutôt qu'à Bohémond, mais dont beaucoup désormais disent qu'elle est complètement bidon. Donc là, ça sent pas bon pour lui. Mais ça fait bien plaisir à Bohémond d'ailleurs. C'est bien fait, c'est bien fait. Je suis bien content. Alors il y a de fortes chances pour que vous en ayez pas grand chose à carrer, ça peut vous paraître trop pointilleux. Mais si je vous en parle, c'est que tout ça, ça retarde évidemment l'attribution de la ville, et donc la croisade. En même temps, c'est logique, le modérateur étant mort, les ambitions dévorantes des chefs croisés s'exacerbent, tout comme leur indécision, et du coup, la situation stagne. Ils sont tellement paumés qu'ils finissent par envoyer une lettre au pape le 11 septembre, qui dit en gros « Il fait beau, on fait des pâtés, la cantoche c'est pas toujours ça, hein, on va pas se le cacher, le légat on l'a cassé, entre parenthèses, désolé, est-ce que tu peux venir toi-même papounet, comme ça on ira à Jérusalem ensemble, bisous, PS, on peut pas blairer les chrétiens locaux ». Alors ils s'attendent sans doute pas à ce que le pape vienne en personne, mais au moins il va sans doute envoyer un nouveau légat pour que celui-ci tranche la question, puisque le premier est cassé. Et d'ici là, il retourne faire du tourisme. Il y en a même qui vont choper des vassaux musulmans. Arrive début novembre. Comme prévu, on se réunit, le 5, et vu que rien n'a changé, l'empereur ne pointant ni le bout de son nez, ni même une simple réponse, et le pape non plus, on s'engueule et on en reste là. Alors oui, je sais, c'est chiant, la vidéo tourne un peu en rond et ça peut continuer longtemps comme ça. Sauf que c'est à ce moment-là qu'entrent en jeu des acteurs non négligeables que jusqu'ici on n'a pas tellement vu s'énerver. Les pèlerins et l'armée, toujours profondément pieux et croyants, insistent pour se barrer vers Jérusalem. Mais quand je dis insiste, c'est si on part pas, on rase les murailles d'Antioche, mon pote. Bizarrement, ça les motive d'un coup, les princes. Raymond de Saint-Gilles promet d'accepter la décision du conseil concernant Antioche, à condition que Bohémond accompagne la croisade jusqu'à Jérusalem, histoire de la voir à l'œil. Et Bohémond, lui, promet de faire passer la croisade avant ses propres magouilles. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Antioche est donc partagée telle qu'elle l'est déjà, la citadelle et les 3/4 de la ville pour le Normand, le reste pour Raymond. On va enfin pouvoir partir pour Jérusalem, pense le peuple, mais pas du tout. Les chefs traînent, preuve qu'en fait ils ont promis ça pour éviter une émeute, mais qu'en vrai, ils n'en ont pas grand chose à cirer. Hein. Du coup, il y en a beaucoup qui sont déçus par les chefs et leur cupidité et qui décident de rentrer en Europe. Pas mal de désertions. Du coup, les chefs paniquent et décident de temporiser une fois de plus, en détournant l'attention populaire vers la forteresse de Maharat al-Nouman, sur le chemin vers le sud, expliquant qu'on ne peut pas partir vers Jérusalem sans avoir sécurisé le flanc de l'armée en prenant cette forteresse. Bon, en fait, Raymond aimerait bien mettre la main dessus, mais bon, faut bien dire quelque chose au peuple. Puis de toute façon, le peuple... Mais il aime qu'on lui manque le peuple. Le 27 novembre, les troupes de Provence et de Flandre assiègent donc Maharat, mais sans succès. Bohémond arrive, se la pète, roule des mécaniques et tout, mais pareil, Macache.
Donc la troupe commence à s'impatienter, les tensions entre les chefs reviennent, faudrait faire gaffe à pas revenir à la case départ, ce serait la fois de trop. Mais heureusement, le 11 décembre, grâce à une tour de bois construite par les Provençaux, on réussit à faire une brèche. Bohémond propose alors aux habitants de se rendre à lui s'ils veulent être épargnés, et beaucoup le font. Et le lendemain, les croisés zigouillent ou réduisent en esclavage tous ceux qui bougent. Bohémond, le premier! Comme quoi, la notion de parole d'honneur, finalement, c'est assez vague. Mais le problème dans tout ça pour les croisés, c'est que ça occasionne un nouveau conflit. Les Provençaux tiennent l'essentiel de la ville, mais les Normands ont le reste. Du coup, Bohémond, il veut bien lâcher sa part de Marat, hein. Mais si Raymond lâche sa part d'Antioche, nana. Là, les pèlerins en ont ras la pèlerine. Excédé, il propose à Raymond de le reconnaître chef incontesté de la croisade s'il accepte de partir maintenant. Lui qui n'attend que ça depuis le prêche de Clermont, lui qui n'a fait qu'intriguer pour ça depuis. Eh ben non, il tergiverse encore, il tente d'acheter les autres chefs avec son or pour être assuré de leur soumission, ce qui est un brin insultant. Enfin bref, une fois de plus, on tourne en rond. Du coup, là c'est la révolte, hein. Puisqu'on se chamaille pour les villes, on rase les villes. L'armée commence donc à détruire Maharat avant que Raymond ne puisse rappliquer pour l'empêcher. Du coup, il est pas très content, Raymond. Il est même assez triste en vrai. Mais je commence à en avoir assez, moi! C'est pas juste! Mais au moins il a compris la leçon. Le 13 janvier, pieds nus, comme un pénitent, il quitte Maharat livré aux flammes selon ses propres ordres, comme preuve qu'il ne reviendra pas, et part pour rejoindre Jérusalem avec les pèlerins, son armée, Robert de Normandie et Tancrède, sans doute envoyé par son tonton pour garder un œil sur la croisade. Robert de Flandre et Godefroy de Bouillon les rejoindront un mois après, et Bohémond, évidemment, ne bougera pas. Au contraire, il va même virer le vassal de Raymond, chargé de garder sa part d'Antioche. Camarades, on peut enfin passer à autre chose. Les nombreux sièges de la ville sont terminés, la principauté normande d'Antioche est née, et la croisade se rapproche enfin un peu plus de son but, ce qui a bien failli ne jamais arriver. Côté bilan, ce qui s'amorçait déjà en Anatolie s'est aggravé, que ce soit la mésentente entre les chefs ou la haine entre les Francs et les Byzantins. On en a aussi appris plus sur l'extrême désunion du monde musulman de l'époque. L'armée de Kelbokar en est une synthèse navrante. Mais dans cette vidéo, ce qu'on a appris de plus particulier, qui s'esquissait déjà avec les croisades populaires, c'est que la croisade n'est pas qu'une expédition militaire organisée par des chefs ou des papes, c'est avant tout un pèlerinage. Le peuple, les pèlerins, ont leur mot à dire, et ce sont eux avant tout, du moins dans la mentalité médiévale, qui font réussir l'expédition, ou en tout cas qui lui permettent d'atteindre son but, par leur foi et leur entêtement. Ils sont d'une importance capitale au même titre que les chefs. Ceux-ci ne doivent pas juste leur beugler des ordres ou les foutre en première ligne, ils doivent aussi les protéger, les écouter et les suivre. Comme le disait Adhémar sur son lit de mort au prince, « Sans vous, ils ne peuvent vivre, sans eux, vous ne pouvez être sauvés. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, venez en discuter avec moi ou entre vous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Énorme big up aux tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes les meilleurs. Grâce à vous, je peux commencer à espérer d'en vivre un jour, j'adorerais. On a donc fini avec Antioche. La prochaine fois, on va parler d'un personnage assez obscur de la première croisade que jusqu'ici je n'ai pas évoqué du tout. Ce sera un petit histoire aux légendes des familles, ça fait longtemps. Et pour la suite, on verra bien. Peut-être qu'on ira faire un tour du côté de la piraterie, mais ça c'est pas sûr, mais peut-être. Peut-être même un petit indice, regardez, hop, attention, hop, hop, yop. Voilà. Donc il y a moyen qu'on aille faire un tour du côté de la piraterie bientôt, mais c'est pas sûr. Allez, bisous les camarades, quel trou de nez.